ていた少女はお茶会に遅れないよう。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Depuis la fin des années 40 et le retour à la paix et à la prospérité, le public japonais apprécie les films de gangsters et il ne fut pas rare de voir des films d'une rare violence toucher un public pourtant peu habitué à ce monde et à ce genre de faits divers. Plus récemment, des films de Kitano Takeshi ou de Sono Sion rencontrent un grand succès largement mérité au Japon, mais aussi à l'international. Souvent basés sur les guerres intestines entre gangs de yakuza rivaux, ils narrent aussi parfois des épopées meurtrières de loups solitaires sans foi ni loi, de road movies assassins comme Hollywood a su en produire des kilomètres. Friand et affamé de cinéma, il ne se passe pas un jour sans que je ne regarde un film avec toujours cette curiosité et cette envie de découvrir les patrimoines cachés et pourquoi pas tomber sur un chef-d'œuvre oublié. C'est dans cette démarche, mais aussi dans le cadre de mes recherches, que je suis tombé, il y a quelques mois, sur un film de Watanabe Mamoru, dont j'avais déjà apprécié les films Tokyo Desire et Jofu to Jofu, et dont la jaquette surréaliste et intrigante indiquait qu'il était basé sur la vie du célèbre tueur en série, Katsuta Kiyotaka. J'avoue humblement n'avoir jamais entendu parler de cet individu lorsque j'ai mis le DVD dans le lecteur. Passé le film et ses qualités cinématographiques passables, malgré la prestation de l'acteur principal, Nakayama Kazuya, lui-même ancien voyou au solide casier judiciaire, je me suis mis en quête d'informations sur celui que le film présentait comme un psychopathe vénal, cruel et dangereux, pensant que Watanabe avait probablement exagéré les choses pour rendre son film plus choquant, donc plus attractif. Il ne me fallut pas très longtemps pour découvrir l'horrible réalité de l'épopée criminelle de celui que la presse de l'époque avait surnommé le pompier tueur. Ce criminel endurci fit régner la terreur dans tout le pays pendant 10 ans et a semé les cadavres partout où il passait durant les années 70 et 80. Lors de son arrestation, il avouera 22 meurtres et des centaines d'agressions, ce qui fera de lui le tueur le plus meurtrier de l'après-guerre à l'exception du meurtre de masse par incendie volontaire des studios d'animation de Kyoto, dont nous parlerons dans une autre vidéo. Comment cet individu, pompier professionnel la journée et tueur impitoyable la nuit, auteur d'un tel massacre sur une aussi longue période, avait-il pu échapper à mes recherches et sembler inconnu à mes proches? Pourquoi la presse et les autorités avaient-ils déployé tant d'ingéniosité pour effacer la mémoire de ces crimes odieux? Mais surtout, qui était vraiment Katsuta Kiyotaka et comment était-il devenu le tueur le plus redoutable du XXe siècle? Katsuta est né le 29 août 1948 dans ce Japon encore meurtri par la guerre et sous le joug de l'occupation américaine. Il vit le jour dans un petit village du nom de Kazuyama, à quelques kilomètres de Kyoto. Ses parents, agriculteurs, étaient des gens droits et emplis de principes, et malgré une condition plus que modeste, ils firent tout leur possible pour que le petit Kiyotaka et sa petite sœur, née un an plus tard, aient une éducation correcte et suivent des études. Il suivra une scolarité primaire assez ordinaire, sans éclat, mais avec une certaine constance malgré l'absence de ses parents très occupés par les travaux des champs et rarement là pour l'aider dans ses devoirs. Entré au collège de Soraku, il se découvrira une passion pour la musique et entrera dans la fanfare scolaire aux grandes dames de son père, qui ne voyait là-dedans qu'une perte de temps. Mais Katsuta persista dans son idée et devint même très vite un excellent musicien, multi-instrumentiste avec l'idée qu'il pourrait peut-être en faire son métier. Mais il l'avait bien compris, son père le destinait à l'agriculture et ne rêvait que d'une chose, c'est qu'il reprenne la ferme familiale. Sa sœur, elle, pourrait poursuivre ses études, se trouver un bon mari avec une dot et venir aider à la ferme plus tard. C'est cet avenir que le très absent mais très autoritaire père de Katsuta prévoyait pour ses enfants. Un conflit larvé éclata alors entre le jeune garçon et son père, conflit qui s'aggrava lorsque Kiyotaka commença à demander de l'argent à son père pour se payer quelques friandises et sodas, comme tous les garçons de sa classe le faisaient le soir, après les cours.
Toujours à court d'argent à cause du prix élevé de la scolarité de sa progéniture, le père refusa l'achat d'un instrument de musique à son fils, ce qui transforma ce conflit en guerre ouverte. Dans ce Japon qui se reconstruisait et connaissait un nouvel essor économique, nombre des camarades de Katsuta bénéficiaient de la réussite de leurs parents et profitaient de leur vie adolescente pour sortir, flirter et dépenser quelques billets dans les stands de street food qui fleurissaient dans cette grande banlieue de Kyoto. Mais lui restait à l'écart, sans argent de poche et, pire, devait rentrer dès la fin des cours pour aider à la ferme jusqu'à tard le soir. Un enfant à la vocation agricole aurait pu le supporter, voire l'apprécier, mais pour ce garçon qui rêvait de jazz et de belles voitures, c'était insupportable. L'année de ses 15 ans, il remarqua que la fanfare de son école bénéficiait de tickets restaurants pour la cantine et les sorties. Lui-même en avait reçu lors de concerts à l'extérieur, et ne les ayant pas utilisés, en gardait un dans sa poche, pensant en avoir perdu le bénéfice. Un jour qu'il suivait ses amis dans une des rues commerçantes de Sorake, il remarqua le petit panneau sur le comptoir qui portait le même logo que son ticket rescapé, et demanda s'il pouvait l'utiliser pour acheter des takoyaki et un soda. Le commerçant lui répondit par l'affirmatif et lui rendit même la monnaie, au plus grand étonnement du jeune garçon. L'idée germa en une fraction de seconde. Il avait trouvé la solution pour se procurer de l'argent facilement et mener une vie sociale décente avec ses amis. Dès le lendemain, il repéra l'endroit où le chef de fanfare conservait les carnets de tickets et en vola une dizaine, prenant soin de ne pas attirer l'attention et n'en prenant qu'un par carnet, puis de les replacer à l'endroit exact où il les avait trouvés. Il fit le tour des commerçants de la ville, n'utilisant qu'un ticket par boutique et, le soir venu, se retrouva avec une belle petite somme dans les poches. Il avait pu payer à manger et à boire à tous ses amis, et même à une jeune fille du collège voisin qui lui plaisait bien. Ce manège continua pendant quelques mois, et il prenait de moins en moins de précautions, volant des carnets entiers et même vidant totalement la boîte. Bien entendu, le collège s'en rendit compte et lança une enquête interne. Réalisant son potentiel à gagner de l'argent sans trop d'efforts, il était entre-temps passé au vol à la tire et chapardé de ci de là, d'abord des friandises, puis des bijoux fantaisie pour sa petite amie et très vite des montres et des transistors qu'il revendait à un groupe de motards qui traînaient aux alentours du collège. Il se noua d'amitié avec ces jeunes gens et leur envia leurs belles motos et leur style de vie. Il allait sans dire que son père ne lui paierait jamais de moto et que ce n'était pas avec l'argent qu'il gagnait en récupérant la monnaie des tickets restaurants ou en vendant de la camelote au 10e de son prix qu'il pourrait s'en payer une. La petite bande avec laquelle il traînait maintenant était plus ou moins spécialisée dans le vol de véhicules et Katsuta, au fil de leur conversation, leur demanda d'entrer dans leurs activités. Un aîné lui montra les bases de l'effraction de véhicules et lui donna comme défi, pour entrer dans la bande, de voler une voiture et la leur ramener. Il s'exécuta et réussit plutôt bien son test. Il passa quelques semaines à pratiquer cette activité plus lucrative que ses petits larcins passés. Un jour, il décida qu'il était temps pour lui, à presque 16 ans, d'avoir sa propre moto pour faire partie intégrante du groupe. Il avait repéré une femme qui passait tous les jours devant l'école et pilotait une belle Honda. Il avait vu qu'elle s'engouffrait ensuite dans une rue isolée et mal éclairée, et avait déjà échafaudé son plan sans penser aux conséquences. Un soir, il se mit en embuscade sur le passage de la moto, un gros tronçon de bambou à la main, et lorsque la femme arriva à sa hauteur, il lui asséna un grand coup de bâton dans le visage, faisant chuter la pilote et glisser l'engin sur quelques mètres. Il releva la moto et essaya de la redémarrer, mais sans doute noyée par l'accident, elle refusa tout net. La femme, le visage en sang mais consciente, le fixa dans les yeux et cria à l'aide. Il dut s'enfuir, piteux, mais jura qu'il recommencerait très vite et cette fois réussirait. Mais le lendemain matin, la police frappa à la porte de la ferme familiale et exposa l'affaire au père, furieux, qui roua son fils de coups devant le récit de ses exploits. Mineur, la police ne put le faire comparaître devant un juge mais conseilla un arrangement avec la victime avant que celle-ci ne porte plainte contre eux. C'est ce qui fut fait et le cultivateur désargenté dut vendre une partie de sa propriété et de ses biens pour payer les dommages et intérêts demandés par la femme. Après une semaine de coups répétés et de promesses de se tenir à carreau, les parents désespérés l'envoyèrent comme pensionnaire au lycée agricole de Izumi, dans la banlieue d'Osaka, loin de ceux qui, pensait-il, avaient une mauvaise influence sur lui.
Mais Katsuta ne travailla pas et se rendit coupable de petits vols auprès de ses camarades, mais également de ses professeurs qu'il menaçait régulièrement, ce qui lui valut le renvoi de cet établissement à peine 3 mois après son arrivée. À court d'idées et fort contrit par les agissements délirants de son fils, le père l'embaucha à la ferme, lui promettant un salaire sur lequel il prélèverait une somme pour rembourser ce qu'il avait dû payer après l'agression de la malheureuse motard. Mais les choses s'envenimèrent rapidement entre les deux et le paysan dut se rendre à l'évidence, il ne pourrait pas travailler avec son fils, et les conflits quotidiens rendaient impossible toute communication. Alors il lui trouva un emploi dans une manufacture de pièces détachées automobiles de la région, emploi bien payé et qui lui offrirait l'opportunité d'évoluer et, après quelques mois, d'apprendre la mécanique. Bien entendu, le jeune ouvrier devrait rembourser sa dette chaque mois. Mais une fois encore, l'accalmie ne fut que de courte durée et Katsuta se fit renvoyer de l'usine après que l'on ait découvert qu'il volait les portefeuilles de ses collègues dans les vestiaires. Le soir, après la débauche, il aimait à traîner dans les snacks, ces bars à hôtesse bon marché où il retrouvait quelques jeunes paumés comme lui, buvait quelques verres et parfois montait avec une employée plus très jeune. C'est l'un de ses compagnons de bouteille qui lui proposa de venir travailler avec lui à Osaka. Il sous-traitait pour un fabricant de pièces métalliques et avait besoin d'un associé pas trop regardant sur la légalité de la provenance des pièces. Il connut alors les années les plus paisibles de sa vie. Gagnant correctement sa vie, il fit la rencontre d'une femme un peu plus âgée que lui et qui avait travaillé dans les bars de nuit qu'il appréciait tant et tomba amoureux d'elle. Très vite, et malgré l'opposition farouche de sa famille, il l'épousa, et ils déménagèrent dans la ville historique de Nara, où il trouva un emploi de chauffeur poids lourd. Ils eurent 2 enfants dans les années qui suivirent, et Katsuta, qui mettait de l'argent de côté tout en remboursant son père, envisageait de se mettre à son compte en achetant un camion. Mais son appétit pour l'argent facile restait larvé tout au fond de lui, et cette vie de labeur pour un salaire qui suffisait à peine à subvenir à ses besoins le lassait. Lors de ses trajets en camion, il lui arrivait souvent de s'arrêter dans des snacks à hôtesse pour y passer la soirée, voire la nuit. Il ne lui avait pas échappé que ces établissements brassaient beaucoup d'argent et que bien souvent, la mama, la patronne du bar, emportait la caisse avec elle après la fermeture. L'idée de tenter quelque chose le traversa de plus en plus souvent et en 1972, il commença à fracturer quelques maisons qu'il savait appartenir à des hôtesses ou à des mamas et commença à amasser de petites sommes d'argent volées ça et là dans les appartements et les résidences. Il se fit la main de cette façon pendant quelques mois, agissant dans la soirée à l'abri des regards et pendant que les filles travaillaient. Le 13 septembre 1972, il était en train de cambrioler une série de maisons dans le quartier de Yamashina lorsqu'il aperçut Nakamura Hiroko, 24 ans, hôtesse dans un bar qu'il avait l'habitude de fréquenter, rentrer chez elle dans la maison voisine, un sac à la main. Il fit le tour de la maison de la jeune femme et trouva une fenêtre entrouverte. Il se glissa à l'intérieur et, la voyant dans la cuisine en train de se servir un verre d'eau, lui sauta dessus, une main sur la bouche et l'autre autour du cou. Il demanda à la jeune hôtesse de lui donner l'argent qu'elle avait, mais elle lui montra son sac, vide et rempli seulement de linge. Katsuta, nerveux et en colère, lui asséna des coups au visage en la menaçant si elle ne lui donnait pas immédiatement ses économies. Mais elle jura qu'elle ne possédait rien. Puis, l'ayant reconnu et identifié comme un client de son lieu de travail, elle lui proposa de coucher avec lui s'il ne lui faisait pas de mal. L'homme se jeta sur elle et la viola dans la cuisine, la frappant lorsqu'elle se remettait à crier. Puis, calmement, il fouilla son sac et trouva 1000 yens, environ 50 € de l'époque, qu'il prit. Nakamura, en sanglotant, lui promit de ne pas prévenir la police, mais dans un élan qu'il ne ressentait pas pour la première fois, il prit le collant en nylon qu'il lui avait arraché et, l'entourant autour de son cou, l'étrangla jusqu'aux morts s'ensuivent. Puis il reprit la route, termina ses livraisons et rentra chez lui avec sa femme et ses enfants. Le lendemain, effrayé par ce qu'il avait commis, il se promit non pas de changer de vie et de travailler plus dur, mais de voler plus d'argent sans tuer personne et essayer de se maîtriser. C'est à cette époque qu'il décida aussi de concrétiser un de ses rêves d'enfant, celui de devenir pompier. Cette décision mûrement réfléchie lui permettrait de canaliser sa violence, de se fondre dans la société civile et d'y acquérir une certaine responsabilité, mais aussi de pénétrer dans les domiciles des familles pour y faire des repérages. Fin 1972, il tenta donc le concours d'entrée,
mentant sur ses antécédents judiciaires et réussit les tests d'aptitude physique et l'écrit. Dès lors, il ne travailla plus qu'à mi-temps pour la société de transport et se consacra à son nouveau métier de pompier, espérant vite monter en grade. Mais en parallèle de cette apparente normalité, Katsuta restait toujours lié au monde de la nuit et une fois son uniforme retiré, ne rentrait pas chez lui mais fréquentait les maisons de jeu et les bars à filles. Il se retrouva rapidement criblé de dettes de mahjong, emprunta à des mafieux l'argent nécessaire à l'achat d'une voiture de luxe et se mit à entretenir une maîtresse à plein temps. Bien sûr, il ne remboursait plus son père qui le menaçait d'intenter une action en justice. Acculé, il reprit les cambriolages, fort de ses repérages lors des interventions de la brigade. Mais personne ne soupçonna quoi que ce soit et en 1974, il fut nommé chef adjoint de sa brigade de lutte contre les incendies urbains. Son salaire qui augmentait avec sa promotion ne lui suffisait cependant pas à rembourser ses dettes qui s'élevaient maintenant à plus de 2 millions d'yens. Alors certes, il envisageait de reprendre ses cambriolages de plus belle mais surtout de les cibler. Dans le quartier de Suita à Osaka, il avait ses habitudes dans un bar à hôtesse haut de gamme, loin des snacks qu'il avait l'habitude de fréquenter autrefois. La Mama, Madame Fujishiro Reiko, lui était familière, et il lui avait maintes fois laissé de fortes sommes pour passer la nuit avec les filles du club. Femme d'affaires déterminée et ambitieuse, elle affichait sa réussite au travers de ses tenues de couturier et de sa voiture haut de gamme, une Nissan Fairlady Z flambant neuve. Le 6 juillet 1975, Katsuta avait préparé son plan et passé la soirée au club de Madame Fujishiro. Il attendit la fermeture vers 4 heures du matin et suivit sa voiture de sport jusqu'à son domicile. Il avait préparé une corde pour la ligoter et un couteau en cas de problème. À peine garé, Katsuta se précipita vers la voiture et entra subitement par le côté passager. Devant la peur panique de la jeune femme de 35 ans, il la rassura en lui montrant son visage familier. Tremblotante, elle lui demanda ce qu'il voulait et, bien entendu, il désigna son sac en lui répondant qu'il voulait juste l'argent de la recette et qu'il ne lui ferait aucun mal si elle obtempérait. La peur au ventre, elle lui dit que tout était sur le siège arrière et il se glissa vers la banquette. Après avoir ouvert le sac et vu les liasses de billets, il déroula la corde qu'il cachait sous son blouson et la passa autour du cou de Fujishiro, l'attachant derrière l'appui-tête pour qu'elle ne puisse ni bouger, ni crier. Il revint dans l'habitacle et viola la malheureuse avant de l'étrangler à mort avec la corde. Puis il mit le corps dans le coffre et roula une 50aine de kilomètres jusqu'à un étang, en pleine campagne. Il lesta le corps et la jeta dans les eaux, puis, pour effacer les preuves, mit le feu à la Nissan et marcha jusqu'à la gare la plus proche. Une fois de plus, il rentra chez lui retrouver sa femme et ses enfants avec les 100 000 yens en poche et du sang sur les mains. Pendant les mois qui suivirent, les cambriolages s'intensifièrent, presque toujours dans des résidences qu'il avait visitées avec son unité de pompiers. Mais la sensation qu'il avait ressentie durant son deuxième meurtre lui manquait. Il avouera plus tard avoir fantasmé sur les hôtesses des clubs qu'il fréquentait, pas juste des fantasmes sexuels mais aussi des fantasmes de meurtre. En 1976, il avait pris l'habitude de visiter fréquemment la ville de Nagoya dans laquelle il livrait, bien sûr, mais aussi fréquentait un nouveau cercle de jeu et un nouveau club à hôtesses. Cette maison était tenue par Madame Ito Teruko, une femme d'affaires qui ne faisait pas mystère de son métier de proxénète et affichait, elle aussi, sa réussite. Elle s'était fait construire une grande maison de style californien et conduisait une magnifique Chevrolet Camaro qu'elle garait bien en évidence devant son club chaque jour. Il n'en fallait pas plus pour réveiller les pires instincts de Katsuta. Le 5 mars 1976, comme il l'avait fait lors de son précédent meurtre, il suivit Ito jusque chez elle et attendit qu'elle ouvre sa porte et rentre. Prudemment, il la suivit et au moment où elle refermait lui, donna un coup d'épaule précipitant la frêle jeune femme de 32 ans au sol. Il lui donna un coup de pied au ventre et la traîna par les cheveux jusque dans le grand salon du rez-de-chaussée. Ito, terrifié et reconnaissant ce client fidèle de son établissement, lui indiqua où elle cachait l'argent qu'elle gardait. La menaçant d'un couteau, il ouvrit le tiroir et y trouva une boîte avec 120 000 yens, une très grosse somme pour l'époque. Mais loin d'en finir et de repartir avec son butin, Katsuta voulait revivre ce qu'il avait ressenti lors de sa dernière attaque et, toujours en la menaçant de son arme, il viola la malheureuse à plusieurs reprises, puis, lui faisant croire qu'il allait partir, la surprit par derrière et l'étrangla à mort. Il mit le corps dans le coffre de la Camaro et roula 1 heure en direction des rizières les plus éloignées. Cette fois,
Il modifia sa façon de se débarrasser du corps pour brouiller les pistes au cas où la police commencerait à avoir des indices ou des soupçons. Il dénuda le corps de sa victime, lui fit des entailles avec son couteau et, horrible détail, lui inséra des herbes sauvages et des roseaux dans les parties intimes. Puis il jeta ce corps profané dans l'eau et repartit au volant de la voiture volée. Il roula encore un moment et finit par abandonner, à regret, la Chevrolet dans un bois isolé, la recouvrant de branches et de feuilles mortes. Une fois de plus, il prit le train, reprit son camion et rentra chez lui embrasser sa femme et ses enfants. Il se tint tranquille pendant quelques semaines, préparant un concours interne aux pompiers dans le but d'une promotion et d'une distinction qu'il jugeait légitime, et visitant sa maîtresse de plus en plus souvent. Il avait réussi à amadouer son père en lui versant une somme conséquente gagnée au mahjong, mais accumulait encore des millions de yens de dettes. La menace de représailles musclées de la part du syndicat du crime qui tenait le cercle de jeu qu'il fréquentait le poussa à commettre son 4e meurtre. Le tripot clandestin, où Katsuta brûlait l'argent chaque fois qu'il allait à Nagoya, était tenu par une certaine Madame Masuda Akiko, une jeune femme de 28 ans, d'une grande beauté qui travaillait pour les Yakuza en sous-main et gérait ce cercle avec charme et fermeté. Persuadé qu'il était que la jeune femme devait garder de grosses sommes d'argent chez elle, il la suivit le soir du 30 juin 1977 et se mit en planque devant son domicile, une belle maison cossue du quartier bourgeois de Minamiku. Après quelques minutes d'attente, il la vit sortir avec son chien, sans doute pour une balade au parc ou au bord de la rivière. Maintenant équipé comme un vrai montant-l'air, il crocheta la serrure d'une porte à l'arrière de la maison et se mit en quête du magot. Il fouilla tous les endroits susceptibles de cacher des espèces et finit par tomber sur une boîte en fer ouvragé, cachée derrière le montant du lit de Masuda. Déçu, il n'y trouva que 40 000 yens et prit le chemin de la sortie lorsque la jeune femme rentra précipitamment par la porte d'entrée, semblant avoir oublié quelque chose. À peine entré, l'homme se glissa sans bruit dans la chambre, seule issue possible pour ne pas être vu, et se cacha derrière une armoire, mais la jeune femme se dirigeait justement vers la chambre à coucher. De nouveau pris par cette pulsion meurtrière, Katsuta attrapa un des collants en nylon rangés dans des pochettes sur le mur et s'approcha sans bruit de Masuda, qui fouillait dans un tiroir. Il lui passa le collant autour du cou et l'étrangla à mort. Il laissa le corps dans la chambre, le collant autour du cou et s'enfuit promptement. Cette fois encore, il rentra chez lui le plus vite possible car il avait un grand projet avec sa femme, celui de participer à leur émission de télé préférée, Doopisha, un programme de la télévision locale réservé aux couples et basé sur des quiz et des connaissances sur l'autre. Le but étant bien sûr de gagner une belle somme d'argent, mais aussi de montrer au monde à quel point votre couple est parfait et harmonieux. Le 15 juin, soit 2 semaines avant le meurtre de Masuda Akiko, il s'était rendu avec femme et enfants à Osaka, au siège de ABC TV, une filiale du groupe Asahi, pour y passer les épreuves qualificatives et ils avaient brillamment remporté le ticket. L'émission eut lieu une semaine après le meurtre, le 6 juillet 1977, et le couple s'y montra heureux, modèle et tellement normal. Ils gagnèrent le premier prix de 80 000 yens, des cadeaux électroménagers et la sympathie du public qui leur écrit en masse. Fou de joie d'avoir gagné, Katsuta reprit la route et fit la fête pendant une semaine dans les clubs de Nagoya. C'est là qu'il fit la connaissance d'une jeune esthéticienne de 33 ans, Shikina Yoshiko, qui passait souvent prendre un verre avec ses amis, espérant peut-être y trouver un bon parti à épouser. Mais Katsuta, souvent ivre, se montra très grossier envers elle et très vite, elle l'évita. Vexé, le tueur tenta alors une autre approche et lui demanda de l'aider à trouver un appartement dans un beau quartier de Nagoya, lui promettant de lui payer une belle commission. Il lui donna une somme d'argent en liquide pour l'amadouer et cessa la drague lourde et même toute allusion graveleuse. Quelques jours plus tard, le 12 août 1977, la jeune femme l'appela et lui proposa de passer à son cabinet d'esthétique pour lui montrer des offres de location. Il arriva en début de soirée et attendit que la dernière cliente parte, cachée dans sa voiture. La jeune femme lui ouvrit en confiance, mais à peine entrée, il la saisit par le cou et l'entraîna à l'arrière de la boutique où il la viola puis l'étrangla à mort. Il abandonna le corps sans vie dans le salon et lui vola une bague de famille d'une valeur de 450 000 yens avant de partir. Ayant négocié la bague auprès d'un reseller de la région, Katsuta avait maintenant les fonds nécessaires pour réaliser un autre projet,
passait son permis de chasse et se procurait des armes à feu pour faciliter son travail. Fan de films de gangsters et de yakuza, il avait toujours eu une fascination pour les armes et rêvait non pas juste d'en posséder, mais de s'en servir. Il consacra les mois d'automne à passer ce permis et à déposer sa demande de possession d'armes, qu'il obtint en novembre 1977, assez facilement, lui, le pompier si sérieux et si courageux. Dans le même temps, il avait obtenu sa promotion et se retrouva capitaine de sa caserne, avec le salaire et les honneurs qui vont avec. Ces deux succès eurent cependant un revers important. Pendant qu'il s'absentait pour soi-disant faire des livraisons et s'occuper des affaires de la brigade, il passait en fait beaucoup de temps avec sa maîtresse, une ancienne hôtesse friande de vêtements de marque et de bijoux, qui commençait à trouver le temps long et aurait bien aimé convoler en juste noces avec son pompier d'amant. Les requêtes régulières et sans écho se transformèrent vite en sommations puis en menaces, et un soir d'octobre, la maîtresse décida de visiter l'épouse légitime afin de lui faire un exposé précis de la situation. Bien entendu, Madame Katsuta tomba des nues et ne supporta que très difficilement cette annonce. Son mari, qui prétendait économiser chaque sou pour leur avenir, dépensait en fait des millions à entretenir une maîtresse. Elle découvrit par ce récit que son mari menait grand train lorsqu'il était loin d'elle et avait même 2 voitures de sport hors de prix dont il s'était aussi bien gardé de lui parler. Sous le choc et à bout de force, la pauvre épouse tenta de se suicider à plusieurs reprises et sombra dans une dépression profonde. Mais voulant à tout prix sauver sa famille, elle dut prendre son courage à 2 mains pour contacter la maîtresse indélicate et lui proposer un arrangement. Elle lui offrit une très forte somme d'argent contre son renoncement à épouser son mari. Bien entendu, la jeune amante accepta. Katsuta fit profil bas et accepta que ses comptes soient vidés, ses voitures vendues et leurs comptes joints entièrement pompés pour payer plusieurs millions de yens à la maîtresse éconduite. Après avoir promis de se tenir à carreau, le tueur décida de passer à l'action, mais un cran au-dessus pour renflouer ses caisses. En regardant films et séries policières, il s'était rendu compte que son idée d'acheter des armes légalement avec son permis était une très mauvaise idée, puisque chaque pièce qu'il achèterait serait numérotée et répertoriée. Alors, il décida de s'en procurer différemment. Il avait l'habitude de s'entraîner au tir dans un stand de la ville de Tenri, non loin de Nara. Il connaissait le propriétaire du magasin de chasse qui s'occupait du stand et savait ses habitudes. Alors, le 20 novembre 1977, il guetta l'homme qui rentrait d'une livraison à Kobe, le coffre plein de fusils de chasse neufs, de boîtes de cartouches 12 mm et d'accessoires. Attendant le moment où l'homme allait ouvrir le magasin pour décharger les caisses, il se faufila et vola 2 fusils et quelques boîtes de cartouches. Fini les cambriolages. Il allait passer au niveau supérieur. Il se rendit à Kobe, ville de négoce et de commerce, et passa les semaines suivantes à observer les allers et retours des convoyeurs de fonds, cherchant l'agence la plus isolée et la plus difficile d'accès pour la police. Il finit par repérer une petite agence de la Hyogo Ginko, dans l'arrondissement de Tyoku, et nota soigneusement les horaires des transferts de fonds. Il n'y avait qu'un homme qui portait les sacs d'argent, Inoue Hiromasa, 25 ans. Il se garait derrière l'agence, regardait autour de lui rapidement et transportait la grosse sacoche de vinyle noir jusqu'à la banque, à une dizaine de mètres. Il n'était armé que d'une matraque électrique et d'un spray lacrymogène. C'est le 13 décembre que Katsuta passa à l'acte. Il avait chargé ses 2 fusils semi-automatiques d'une capacité de 15 coups chacun et attaché un foulard noir sur le bas de son visage. Après avoir garé sa voiture dans une ruelle adjacente, il se mit en embuscade un quart d'heure avant l'arrivée du convoyeur. Quand celui-ci arriva, il se gara comme à son habitude, descendit du véhicule, ouvrit le petit coffre blindé à l'arrière et en sortit la sacoche noire, puis il jeta un coup d'œil rapide autour de lui et tourna les talons en direction de la porte de service de l'établissement bancaire. Surgissant de sa cachette, Katsuta lui tira 2 fois dans le dos. L'homme tomba au sol et se retourna, lâchant sa sacoche, mais au lieu de se saisir de l'argent et de s'enfuir, l'assaillant vida son premier chargeur dans la poitrine du malheureux, attrapa son 2e fusil et lui déchargea 15 nouvelles cartouches dans le torse. Le petit coin de rue était une mare de sang et les 30 étuis de cartouches fumants jonchaient le sol. Contemplant son œuvre pendant plusieurs secondes, Katsuta prit le sac d'argent contenant 4,1 millions de yens, remonta dans sa Mazda Capel brune et disparut. Le magot permit à la famille de vivre confortablement quelques mois, mais ce n'était plus tant l'argent que l'adrénaline qui manquait au père de famille assassin.
La violence de son premier meurtre à l'arme à feu lui avait procuré une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant, et il ne pensait plus qu'à une chose, revivre ça. Il remit ça le 31 juillet 1980 à Nagoya. Comme pour la banque, il avait fait des repérages au petit centre commercial Tsubu Matsuzakaya, dans le quartier de Meito, et observé le processus de relevage des caisses ainsi que les jours de retrait par un fourgon blindé. Il savait que l'argent restait sur place la nuit et était relevé le matin. Il décida donc de passer à l'action juste après la fermeture, emportant un de ses fusils chargés, des munitions en masse et revêtant son foulard noir sur le visage. Lorsque le gérant, Honmai Tiro, 35 ans, eut terminé d'éteindre les lumières et s'apprêtait à fermer la grande porte pour rentrer chez lui, Katsuta se rua sur lui arme à la main et le somma de rentrer avec lui. Sous la menace de l'exécuter, s'il déclenchait une alarme ou se mettait à crier, il le fit monter à l'étage où il savait être le bureau de la direction. Le canon sur la tempe, Honma ouvrit le coffre et lui remit les 5,76 millions de yens qu'il y avait. Le hors-la-loi mit l'argent dans un sac puis pointa l'homme avec son calibre 12. Il tira plusieurs cartouches. L'homme s'effondra, mort. Rentré chez lui et au grand étonnement de sa femme qui le pensait rongé des ennuis, il s'acheta une Pontiac Firebird Trans-Am flambant neuve pour 2,8 millions de yens et pour près d'un demi-million de yens de matériel de golf. En novembre de la même année, il commit sa première erreur. Plongé dans une ambiance de dispute permanente avec son épouse depuis ses achats inconsidérés, Katsuta se mit à boire plus qu'à l'accoutumée. Il sortait régulièrement et fortement alcoolisé au volant de son bolide et sillonnait la ville. Un soir qu'il sortait d'un bar à hôtesse particulièrement éméché, il vit une belle voiture dans laquelle on avait laissé un sac à main. Il en força la serrure et déroba le sac ainsi qu'un sachet en papier de soie rempli de cosmétiques de marque. Mais dans sa précipitation et son impréparation, il fut interpellé par la police en flagrant délit et arrêté. Le lendemain, la une d'un journal local titré sur le pompier voleur interpellé la veille. Il fut immédiatement exclu du syndicat des pompiers, perdit son emploi, ses titres et ses droits au chômage et à la retraite, puis, déféré devant un juge, il fut mis en examen pour vol, vandalisme et dégradation de biens privés. Il fut condamné à 3 ans de prison, dont 10 mois fermes. Rien ne laissa penser aux enquêteurs et aux juges qu'il put être également le tueur en série et braqueur qui sévissait dans la région et que la brigade criminelle appelait désormais le dossier 113 depuis des années, car aucune preuve matérielle ne le rattachait à ses affaires. Il passa donc 10 mois en prison, à Osaka, et y reçut la visite de sa femme et de ses parents. Son père, se sentant coupable, s'excusa même de lui avoir mis la pression pour le remboursement de sa dette qu'il croyait à l'origine de son vol. Il sortit le 18 août 1981 et devait rejoindre sa femme et ses enfants à Kyoto, cette dernière croyant encore pouvoir sauver les meubles et commencer une nouvelle vie. Mais à peine sorti de la maison d'arrêt, Katsuta vola une voiture et s'en servit pour aller retrouver sa famille. Arrivé à Kyoto, vers 22h30, dans le petit quartier de Takehanodo, il vit un vendeur de l'épicerie Yamashita devant sa boutique en train de rentrer les cartons et les présentoirs. Il accéléra et le percuta, en voyant le malheureux homme de 45 ans voler à plusieurs mètres. Il restera 40 jours à l'hôpital, victime de multiples fractures. Descendant du véhicule comme un fou, Katsuta se précipita dans le magasin et hurla qu'on lui remette la caisse, mais un autre vendeur et quelques clients s'interposèrent et il dut prendre la fuite. De retour chez lui, dépité, il reprit son travail de chauffeur routier et essaya de se ranger. Mais tout cela ne fut encore que de courte durée. Sur la route, il reprit les cambriolages de plus belle et, lors d'un passage à Komaki, dans la préfecture d'Aichi, braqua le magasin d'électroménager Hoidenki, s'enfuyant avec un butin de 1,07 million de yens. Il s'empressa de les dépenser en produits de marque et se racheta une voiture de luxe, alors cette fois-ci, n'y tenant plus, sa femme le quitta et repartit vivre chez ses parents, à Nara, emportant leurs enfants avec elle. Il ne lui fallut pas longtemps pour se remettre en couple avec une jeune femme qu'il avait connue pendant ses soirées à Kyoto. Ils s'installèrent ensemble en février 1982 dans une résidence de luxe bien au-dessus de ses moyens. L'année fut pleine de cambriolages et de braquages et bientôt, le malfaiteur se rendit compte que les fusils étaient des outils beaucoup trop encombrants pour pouvoir les transporter avec lui en permanence sans se faire remarquer. Il eut une idée lors d'un séjour à Nagoya.
Le 27 octobre, vers 21h, il appela la police et leur signala un véhicule suspect en face de sa chambre, mais l'officier de garde lui répondit qu'ils enverraient une patrouille plus tard. Il rappela le poste de quartier cette fois, vers 21h25, pour signaler des individus suspects sûrement en train de préparer un cambriolage. Le petit commissariat dépêcha sur place l'agent Nagahashi Hiroaki, 33 ans, pour voir ce qu'il en était. Il inspecta la rue mais n'y vit personne, puis aperçut la Nissan Crown noire correspondant au signalement de l'interlocuteur anonyme et s'en approcha, braquant sa lampe électrique. Katsuta était là, caché derrière la voiture et armé d'une barre de fer. Il sauta comme un diable de sa boîte et frappa violemment le policier à la tête et à plusieurs reprises. Une fois à terre et inconscient, il lui vola son arme de service, un Unambu M60 de calibre 38 et les cartouches contenues dans son étui de ceinture. Le jeune policier devra passer des mois à l'hôpital, victime de multiples fractures crâniennes et traumatismes, et perdra la vue pendant quelques mois. Le 31 octobre, à 2h50 du matin, il fit irruption dans un convenience store affublé d'un casque de moto, de lunettes de soleil et d'une serviette nouée sur le bas du visage. Il brandit son arme et hurla à la caissière de lui remettre la caisse, lui précisant que son arme était celle volée à un policier quelques jours auparavant, donc non factice. Mais un jeune vendeur à temps partiel, voyant la scène, prit la fuite par l'arrière de la boutique et hurla au secours. Katsuta renonça et partit en courant. Sur sa route, il aperçut une voiture garée à proximité de l'épicerie de nuit et y entra précipitamment, menaçant le conducteur, Kamiyama Mitsuhiro, 27 ans, de son arme s'il ne démarrait pas immédiatement. Il le fit rouler un long moment en direction de Nagoya, puis, en pleine campagne, lui demanda de s'arrêter et de descendre. Ils firent le tour du véhicule et, sans sommation, Katsuta lui tira une balle en pleine tête. Il prit son portefeuille contenant 40 000 yens dans sa poche, abandonna son corps dans un fossé et repartit au volant de la voiture volée. Le lendemain, le 1er novembre, cherchant de l'argent pour payer sa cavale, il braqua un homme de 46 ans pour lui voler son portefeuille. Une fois le larcin effectué, il tira sur sa victime, mais par un hasard incroyable, la balle fut arrêtée par un briquet en métal d'à peine 100 yens que l'homme avait dans sa poche pectorale et il s'en tira. Le 28 novembre, il fit irruption dans un supermarché de Yamashina à Kyoto, arme au poing, et força toutes les caissières à lui remettre l'argent de leur caisse. Il rafla presque 1 million de yens et s'enfuit en tirant un coup de feu en l'air. Le 30 janvier 1983, il décida de quitter Kyoto pour se rendre à Nagoya, y prévoyant un gros coup. Il prit sa petite Mazda et fit une partie de la route, mais craignant d'être repéré, vola une Toyota Corolla en cours de route. Son plan, il l'avait dans la tête depuis longtemps, une banque nationale, une grosse agence, un gros dépôt. Il savait où et quand frapper, la banque Mizuho, à l'époque la deuxième banque du Japon, et l'agence de Daiichi Kangyo. Cette fois, il n'avait pas choisi un endroit isolé et caché, mais une grosse agence qui fourmille de clients toute la journée. Son avantage, être le long de Ayotidori, une grande artère fluide et qui donne directement sur l'autoroute. Le 31 janvier 1983, Katsuta se posta en embuscade sur le parking ouest de l'agence bancaire, attendant le moment opportun. En fin d'après-midi, un homme de 31 ans qu'il avait déjà observé lors de ses repérages arriva sur le parking et se gara non loin de la Toyota du malfrat. Il sortit rapidement, une grosse mallette à la main, verrouilla son véhicule et fit quelques pas lorsque Katsuta lui sauta dessus, arme au poing, et lui asséna un violent coup de crosse au visage. Il lui intima l'ordre de déposer l'argent sur la banquette arrière de sa voiture en le tenant en joue. Mais dans un réflexe de survie, l'homme, président d'une compagnie maritime, lui donna un coup de valisette et tenta de s'enfuir. Katsuta lui tira dessus, le touchant à l'épaule, mais surtout alertant des clients et des employés qui se précipitèrent hors du bâtiment. Le tueur menaçait l'homme à terre de son arme quand 2 employés de la banque et un client lui sautèrent dessus par derrière, tentant de le maîtriser. Katsuta tira 2 fois à l'aveugle mais ne toucha personne. L'homme blessé s'était relevé et sauta sur l'assaillant, essayant de le désarmer. Celui-ci tira une 3e fois, heureusement sans toucher personne. Un des employés lui mit le pied sur la main qui tenait le calibre 38 quand les lumières et les sirènes de la police de Showa envahirent le parking. Katsuta Kiyotaka fut arrêté, pris en flagrant délit de braquage. Son épopée meurtrière prenait fin ici, sur un parking, maîtrisé par 3 petits employés et un homme d'affaires tranquille. Minable fin pour celui qui se comparait à John Dillinger ou à Bugsy Siegel.
Placé en garde à vue, il fut immédiatement entendu par les policiers, mais n'avoua que cette tentative malheureuse de braquage, prétendant avoir de graves problèmes d'argent et avoir été poussé à bout. Mais l'analyse de l'arme ne tarda pas à révéler que les numéros de série correspondaient à l'arme volée à un policier, et l'inspecteur avertit le procureur de ce fait, lui demandant d'ouvrir le dossier 113 pour voir si l'individu ne serait pas le tueur fou, recherché depuis 10 ans. En attendant les résultats de l'enquête et des interrogatoires, il fut placé en détention provisoire par le tribunal de district de Nagoya pour infraction sur la législation sur les armes à feu, vol à main armée et coups et blessures avec armes. Persuadé qu'il tenait son homme, le juge d'instruction ne lâcha pas l'affaire et se hâta de faire comparaître l'accusé pour être sûr de l'avoir à disposition lorsqu'il serait confondu. Le premier procès de Katsuta pour braquage eut lieu le 27 mai 1983. Il risquait 10 ans de prison. L'homme se braqua et se posa en victime d'un système qu'il avait grignoté jusqu'à en arriver à l'impensable pour un honnête homme comme lui. Son avocat, Murase Takeshi, expliqua à la juge Mizutani Hitomi que son client, criblé de dettes, renvoyé injustement de son travail, quitté par sa femme et manipulé par sa maîtresse, avait perdu la raison et agi sous le coup de la colère, ne maîtrisant pas vraiment ce qu'il faisait. Il demanda une expertise psychiatrique pour démontrer que son client n'était pas en possession de ses facultés de discernement au moment des faits, mais tout ce que les psychiatres démontrèrent, c'est qu'il avait un QI plutôt en dessous de la moyenne et une tendance à la mégalomanie sans lien avec une maladie quelconque. Quant au revolver, il affirmait l'avoir trouvé dans un parc, facteur déclencheur de son passage à l'acte. Mais le 26 octobre 1983, le procès prit une toute autre tournure. Devant les charges du procureur Uno Hiroshi, l'attaquant sans arrêt sur sa faible intelligence et son absence de courage, l'accusé se leva, fou de colère et d'orgueil, et hurla à la cantonade qu'il n'était pas un minable mais un assassin, un braqueur et un tueur et qu'il avait du sang sur les mains. Après cette tonitruante révélation, Katsuta reprit le chemin des interrogatoires et confessa 22 meurtres, plus de 300 cambriolages, une trentaine de braquages et au moins 25 viols. Il était bien le tueur du dossier 113. Son procès reprit le 26 novembre 1985 après que les enquêteurs et le juge d'instruction aient mis en relation les preuves matérielles et les déclarations de Katsuta. Faute d'éléments matériels permettant de le relier à certains meurtres qu'il avouait pourtant avec force détail, il ne fut inculpé que pour 8 d'entre eux et la peine capitale fut requise par le procureur du tribunal de district de Nagoya. Son avocat plaida la grande confusion de son client et l'absence de cohésion dans ses actes, prouvant qu'il avait agi sous emprise et sans préméditation, comparant souvent ce cas avec ceux des tueurs en série américains qui défrayaient les chroniques de l'époque. Il demanda même à Katsuta d'écrire une lettre de regret pour les familles des victimes, lettre qui fut publiée dans la presse à la grande colère du président du tribunal, M. Hashimoto Toru. Le 24 mars 1986, le juge déclara l'accusé coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la peine capitale. Fait exceptionnel dans les annales judiciaires japonaises, ce furent en fait 2 condamnations à mort dont il écopa, l'accusation jugeant certains crimes séparément. Le président motiva sa décision par sa volonté de neutraliser un assassin vaniteux et pervers, à la malveillance et à la cruauté sans égale. Mais le 28 mars, son avocat, Murase Takeshi, interjeta appel estimant que la peine de mort était une sanction trop cruelle pour son client qui éprouvait des remords dont la plupart des meurtres avoués n'étaient pas avérés et qui niait maintenant être le tueur du dossier 113. De plus, il maintenait que son client était, lors des faits, dans un état de grande détresse psychologique et n'avait tué que pour se défendre et jamais intentionnellement. Il mit également en avant des vices de procédure dont la non-clarification verbale des articles de loi lors de la lecture du verdict. Le procès en appel commença le 30 mars 1987, au matin, devant la haute cour de Nagoya, présidée par le juge Yoshida Seigo. L'avocat de Katsuta, fervent abolitionniste, orchestra une vaste campagne de presse contre la peine capitale, relançant une fois de plus le débat dans le pays. Pendant toute la durée du procès en appel, il mettra un point d'honneur à relever tous les points d'inconstitutionnalité dans l'application de la peine capitale, se basant sur des jurisprudences de procès passés et des cas avérés d'erreurs judiciaires.
La défense produit les témoignages de plusieurs juristes et sociologues qui parlèrent brillamment de l'horreur de la peine capitale, mais le tribunal demanda la fin de ces comparutions qui n'apportaient aucun élément nouveau et factuel à l'affaire. Le 19 février 1988, la haute cour de Nagoya rendit son verdict et le juge Yoshida confirma la peine capitale, mais le 2 mars, la défense saisit la Cour suprême. Cet ultime recours se concentrait uniquement sur la peine de mort et son possible statut non constitutionnel, se basant sur l'article 36 du Code pénal japonais qui interdit la torture et les emprisonnements cruels. Il invoqua aussi l'article 31 qui prévoit la garantie d'une procédure régulière et équitable pour tout accusé, pointant que Katsuta n'en avait pas bénéficié. La Cour suprême et le président Honno Mikio ouvrirent les débats le 17 janvier 1994. Murase, l'avocat de la défense, avait écrit à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et arrivait à la barre avec une lettre officielle qui recommandait au Japon d'abolir la peine capitale, ce qui déplut fortement à la Cour, ne voyant que d'un très mauvais œil cette injonction extraterritoriale dans un procès national. L'autre surprise de la Cour fut de voir que l'accusé avait demandé un changement de nom à l'état civil et faisait maintenant preuve d'une grande compassion envers ses victimes et d'une grande contrition. En effet, lors de son incarcération, Katsuta avait rencontré une journaliste et écrivaine catholique du nom de Fujiwara Yusuko, qui écrivait sous le pseudonyme de Kurusu Yuko, et qui l'avait converti. Cette nouvelle foi, plus ou moins sincère, rapprocha les deux êtres et bientôt la jeune femme fit déposer une demande en adoption par ses parents pour faire de Katsuta son frère et lui donner son nom. Mais ces points de droit et cette subite conversion ne réussirent pas à émouvoir les juges, et le 5 février 1994, le président Honno confirma la peine capitale, supprimant tout autre recours. Le 3 octobre 1994, le militant Yui Shigeru et son association catholique Comité Justice et Paix lancèrent une pétition pour la grâce de Katsuta, mais ne réunit que 2516 signatures. Une cagnotte fut lancée pour subvenir aux besoins matériels du condamné, et les catholiques de la région furent mis à contribution pour aider le prisonnier à cantiner, ce qui créa une polémique justement alimentée par les familles des victimes. Lors des dernières années de son incarcération, avant son exécution, Katsuta souffrait de maux de dos chroniques et passait le plus clair de son temps couché, à l'infirmerie. Le médecin lui diagnostiqua une maladie incurable. Le 28 novembre 2000, le condamné fut averti que son exécution aurait lieu le surlendemain. Il demanda à voir Yuko, sa sœur adoptive, et ils prièrent ensemble, tout l'après-midi, puis il lui remit une lettre qu'elle ne devrait lire qu'après son exécution, à laquelle il lui demanda de ne pas assister. Le 30 novembre 2000, Katsuta fut emmené à 9h30 vers la chambre d'exécution. Il eut le droit d'écrire un testament, comme le prévoit la loi, puis fuma une cigarette et demanda un confesseur. Curieusement, il demanda un prêtre shinto, sa religion de naissance. Il fut pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive à 9h50. Kurusu Yuko récupéra son corps dont la famille ne voulait pas et organisa le 2 décembre une cérémonie religieuse catholique pour son inhumation. Ses cendres sont conservées dans la concession de famille Fujiwara, dans la préfecture d'Okayama. Je ne vous lirai pas sa lettre d'adieu qui en appelle à la miséricorde divine et à sa foi profonde en Jésus-Christ, car elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de nombreux tueurs en série, condamnés à mort et tombés dans la foi. Depuis l'exécution de Katsuta, Kurusu se consacre à la défense des condamnés à mort et au soutien des familles de tueurs en série et tueurs de masse. Elle tient un blog où elle parle de sa foi, d'abolitionnisme, mais également de ses correspondances avec la famille de Miyazaki Tsutomu et autres criminels. En 1997, elle a écrit un livre sobrement intitulé « La vérité sur le cas Katsuta Kiyotaka », dans lequel elle expose sa vérité, basée sur ses entretiens avec le tueur et où il apparaît comme une victime de la société et des tentations démoniaques. Ces dernières années, les équipes de police scientifique travaillant sur des cold cases en collaboration avec la police criminelle de Nagoya et Haïti rouvrent régulièrement le dossier 113 lors de comparaisons ADN entre des victimes non identifiées et le profil génétique de Katsuta. Son chiffre de 22 victimes avouées est peut-être bien en deçà de la réalité. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui, je l'espère, vous aura intéressé et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien.
À très bientôt pour de nouvelles histoires de crimes. Si vous avez aimé, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche pour être mis au courant des nouvelles sorties. Partagez mes contenus s'ils vous plaisent et laissez-moi vos commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip et merci à tous ceux qui le font déjà. Matane. On every pain in this life, there is no Sabbath breeze in this pestilence, just the putrid smell of those who are dying. No heavenly trumpets, but the screams of the mothers, too weak to hold the dying children or cry.